La lumière provenant du haut du puits était faible. La nuit, elle disparaissait complètement. Le bruit de la ville à l'extérieur n'était plus qu'un écho lointain, étouffé par la terre et la peur. Aline, 22 ans à peine, serre contre sa poitrine un t-shirt sale, essayant d'éloigner le froid. Combien de jours s'étaient écoulés? 7 jours. 10 jours. Elle n'en savait pas plus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était encore en vie, vivante, mais invisible, comme elle l'avait toujours été. Quand les pompiers la trouvèrent enfin, son corps était déshydraté, meurtri, mais son regard portait une vieille douleur, bien antérieure à la chute. Alors que tout le monde célèbre le miracle du sauvetage, Aline reste silencieuse, parce qu'elle savait que la vraie fosse était à l'extérieur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez des histoires vraies et intenses que peu de gens ont le courage de raconter. Faites partie de cette communauté qui ressent, réfléchit et surmonte ensemble. 5 nouveaux épisodes par semaine. Ne les manquez pas. La prochaine histoire pourrait changer votre vie. Aline a grandi en apprenant à se taire. À la maison, chaque faux pas était sanctionné par le silence ou le mépris. Son père, absent et amer, la regardait à peine dans les yeux. Sa mère, soumise et fatiguée, vivait dans les coins, évitant les conflits. Aline est l'enfant du milieu, celle que personne ne remarque. Elle n'est pas différente à l'école. Intelligente mais renfermée, elle avait de la facilité avec les livres, mais pas avec les gens. Ses mots semblaient toujours rester coincés dans sa gorge. Elle passait toutes ses pauses à dessiner seule, créant des mondes où elle était entendue, où elle était vue. À 18 ans, elle a essayé de quitter la maison, mais sans soutien ni argent, elle est revenue quelques semaines plus tard, vaincue. Elle est allée travailler dans un marché de quartier, emballant des provisions et répondant avec un sourire répété. Le monde réel n'est pas moins cruel que la maison dans laquelle elle vit. Le rêve d'Aline n'est pas grandiose. Elle ne veut ni gloire, ni fortune, ni applaudissements. Elle voulait le silence, mais un bon silence, le genre de silence qui vient avec la sécurité, avec la liberté, l'absence de peur. À 21 ans, elle a commencé à économiser de l'argent en cachette. Chaque centime qui lui restait du salaire minimum allait dans une petite boîte bleue cachée au fond de l'armoire. C'était son secret, son espoir. Un petit studio dans le centre, un endroit où elle pouvait se réveiller et n'entendre que le bruit de sa propre respiration. Où elle pourrait marcher pieds nus sans entendre de cris, où elle pourrait dormir sans que son cœur ne s'emballe. Tel était le plan. Pendant son séjour au marché, elle passait des heures à imaginer les meubles simples qu'elle aurait, les plantes à la fenêtre, les livres qu'elle lirait assise par terre. Et elle rêve d'étudier la psychologie. Elle voulait comprendre pourquoi certaines douleurs restent ancrées dans l'âme. Pourquoi certaines personnes font tant de mal à d'autres? Elle a commencé à suivre de courts cours en ligne le soir, même si elle était épuisée. La flamme en elle grandissait. Pour la première fois, elle construisait quelque chose qui lui appartenait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ou refusait de voir, c'est que sa liberté la dérangeait. Beaucoup. Son beau-père, un homme dur et autoritaire, a commencé à poser trop de questions. Un soir, il lui a demandé « Tu caches de l'argent pour t'enfuir ?» sur un ton mi-rire, mi-menace. Maman a baissé les yeux. Aline aussi. Elle n'a rien dit. Cette nuit-là, elle a pleuré en silence, par manque de protection, de ne pas avoir de voix. Malgré tout, elle n'a pas baissé les bras. Il ne restait que 2 mois pour obtenir le loyer initial et la caution. Elle avait déjà regardé des appartements en ligne. Elle avait même enregistré ses favoris. Et puis, tout a changé. Un dimanche étouffant, elle a décidé de quitter la maison plus tôt, sans s'annoncer. Elle avait besoin d'air, d'espace. Elle est allée se promener dans un terrain vague, près de l'ancienne voie ferrée, un endroit où elle avait l'habitude d'aller lorsqu'elle était enfant. C'était le seul endroit où il pouvait entendre ses propres pensées. Et c'est là, dans cet espace de liberté, qu'elle a trébuché sur un couvercle de béton mal scellé. Elle est tombée, et le monde s'est éteint. La douleur a été la première chose qu'elle a ressentie. Un craquement brutal dans la jambe, suivi d'un silence assourdissant.
Lorsqu'elle a ouvert les yeux, tout était sombre, humide et froid. Elle a essayé de bouger, mais sa jambe droite ne répondait pas. L'air est épais. La peur est paralysante. Aline a crié. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Personne ne répond. Seul le son de son propre écho revient comme pour se moquer d'elle. Les premiers jours sont confus. Elle essaie de faire fonctionner son esprit, de se rappeler où elle est, combien de temps s'est écoulé. Elle n'avait ni montre, ni téléphone portable. Seul le temps est mesuré par le froid de la nuit et la chaleur oppressante du jour. La nourriture était un problème, car il n'y en avait pas. L'eau provient de la pluie qui ruisselle sur les murs de terre. Aline improvise un récipient avec un sac en plastique qui est tombé avec elle. Elle boit petit à petit, en essayant d'économiser. Elle ignore la faim, mais la solitude, c'est insupportable. Le 4e ou le 5e jour, elle a commencé à parler au vide. Elle inventait des histoires, se remémorait des dialogues de films, chantait doucement des chansons que sa mère avait l'habitude d'écouter à la radio. Elle essayait, tant bien que mal, de rester présente. Mais son esprit lui jouait des tours. À un moment donné, elle croyait que quelqu'un arrivait. L'instant d'après, elle avait l'impression d'être punie, sans trop savoir pourquoi. Pour s'être enfuie, pour avoir trop voulu. Le 8e jour, elle pense à abandonner. Son corps est faible, ses lèvres se fendent, ses yeux se creusent. Elle pleurait sans larmes. Puis il a entendu des voix, faibles, lointaines, mais réelles. Elle a crié avec ce qui lui restait de force. 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. La lumière s'est à nouveau éteinte. Elle en est sûre. Elle a des hallucinations. Mais 2 jours plus tard, les voix sont revenues, plus proches. Et cette fois, quelqu'un a répondu. « Il y a quelqu'un en bas ?» répond Aline en criant. Elle a pleuré, ri, elle s'est évanouie. Le 12e jour, elle est secourue par une équipe de pompiers. Son corps est en lambeaux, son esprit est en état de choc. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, l'histoire est déjà dans tous les journaux locaux. Une jeune femme survit à 12 jours d'enfermement dans un puits abandonné. Les médias l'ont qualifiée de miracle. Une survivante, un symbole de force. Mais à l'intérieur d'elle, il n'y avait que le silence. Et une question qui ne cessait de la tarauder. Et si j'étais morte là-bas, est-ce que j'aurais manqué à quelqu'un ? Aline a quitté l'hôpital, le corps rétabli, mais l'âme en ruine. Le voisinage veut connaître les détails, les journaux veulent des interviews, la famille veut le silence. « J'en ai assez, n'est-ce pas ?» dit sa mère lorsqu'elle la voit assise dans le salon, l'air perdu. « Tu es vivante, passons à autre chose. » Mais Aline n'y arrive pas. Les nuits sont longues. Les flashs d'obscurité, de froid et de solitude reviennent sans crier gare. Le bruit du couvercle qui se referme sur le puits résonne dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle s'est réveillée en sueur, en criant, sans savoir où elle était. Elle a essayé de parler à sa mère. Elle a essayé de lui dire ce qui l'avait vraiment amené à cet endroit ce dimanche-là. Qu'il ne s'agissait pas d'une simple promenade, qu'elle fuyait, qu'elle avait peur de son beau-père, qu'elle ne pouvait plus supporter le poids de la vie dans cette maison. Maman l'a regardée avec des yeux durs et lui dit à voix basse « N'invente rien ». Depuis ce jour, Aline a compris. Personne ne veut entendre la vérité. Son traumatisme dérange. La version de la survivante héroïque qui a surmonté 12 jours au fond d'un puits était beaucoup plus confortable, plus belle, plus vendable. Lorsque le psychologue de l'hôpital l'a appelée pour lui proposer des conseils gratuits, elle a refusé. Non pas parce qu'elle ne voulait pas d'aide, mais parce qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Elle a essayé de reprendre le travail, mais les chuchotements, les regards, le traitement comme si elle était une célébrité tragique l'ont étouffée. Au bout de 2 semaines, elle a démissionné. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre. Elle a commencé à avoir des crises de panique. Parfois, elle se recroquevillait dans le coin de la salle de bain, essayant de simuler l'espace du puits, car c'est seulement là qu'elle sentait que le monde s'arrêtait de tourner. La boîte bleue contenant l'argent était toujours dans l'armoire, intacte, mais à présent, elle semblait inutile. Elle ne savait pas où aller, et au fond d'elle-même, elle ne pensait pas mériter d'aller quelque part. Son beau-père a recommencé à faire des blagues sur l'acide. Sa mère est devenue de plus en plus distante.
Elle est comme ça parce qu'elle veut attirer l'attention, dit-il. Et Aline s'est tue, jusqu'au jour où, n'arrivant pas à dormir, elle a décidé de rechercher son nom sur l'Internet. Elle a trouvé des forums qui discutaient de l'affaire, des commentaires disant qu'elle avait inventé l'histoire, que personne ne survit 12 jours comme ça, que tout cela n'était que du théâtre. C'est là, à ce moment-là, qu'Aline a vraiment craqué. Ce n'est pas la chute, ce n'est pas la faim, ce n'était pas la peur. C'est l'abandon après la douleur, le mépris de sa vérité, l'effacement de son existence même. Elle s'est regardée dans le miroir, mince, pâle, avec des yeux enfoncés et presque pas de voix, et elle s'est dit « Peut-être que j'aurais dû mourir là-bas ». Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force, et elle s'est endormie sur le sol de la salle de bain, comme tant d'autres fois. Mais ce matin-là, il s'est passé quelque chose de différent, quelque chose de subtil, quelque chose qui allait tout changer. C'était un petit détail, presque imperceptible. Ce matin-là, allongée sur le sol froid de la salle de bain, Aline se réveille avec la lumière du soleil qui entre par la fente de la fenêtre. Ses yeux, habitués à l'obscurité de la pièce, se rétrécissent. Et là, dans un coin du mur, elle aperçoit une petite plante qui pousse entre les carreaux. Une racine minuscule et têtue, poussant contre le ciment avec une force silencieuse. Elle resta là, à la fixer pendant de longues minutes. Cette plante n'aurait pas dû être là. Elle n'avait pas de terre. Elle n'avait pas assez de lumière, elle n'avait aucune raison d'exister, mais elle était toujours vivante. C'est la première fois depuis des mois qu'Aline ressent autre chose que de la douleur. Les jours suivants, elle a commencé à remarquer d'autres petites choses. Le goût du thé que lui apporte sa voisine âgée, le bruit de la pluie à l'aube, la façon dont le chat de la rue s'allongeait au soleil, n'ayant peur de rien, et un souvenir est apparu. Le jour où elle s'est retrouvée dans le puits, au bord de l'évanouissement, et où elle s'est dit que si elle survivait, elle ferait tout différemment, qu'il ne laisserait plus personne taire sa douleur. Peut-être était-ce encore possible. Si à un moment ou à un autre de cette histoire, vous vous êtes reconnu dans Aline, prenez une grande respiration et laissez un like. Vous montrerez ainsi que vous êtes là, que vous ressentez la même chose. Et si quelque chose vous a vraiment touché, écrivez dans les commentaires. Parfois, partager sa douleur est le premier pas vers la guérison. Elle a obtenu le numéro du conseiller qui lui avait proposé son aide. Elle compose le numéro. La voix au bout du fil était calme, ferme, accueillante. Elle n'a pas dit grand-chose lors de la première séance, mais elle a pleuré et elle a été entendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent que quelqu'un voit Aline, et pas seulement la fille du puits. Petit à petit, elle s'est remise à écrire. Elle prend un vieux cahier et commence à écrire ses souvenirs, ses sensations, ses peurs. C'est comme si elle défaisait une pelote de laine à l'intérieur d'elle-même. En thérapie, elle parle de son enfance, du silence de sa mère, de l'absence d'amour, de sa peur permanente, et du jour où elle est tombée. Elle a tout raconté, y compris ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, qu'elle avait pensé à ne pas partir. Qu'un instant, elle a pensé qu'il serait plus facile de mourir là, oublié. Le psychologue n'a pas jugé, il a simplement écouté. Et c'est là, dans cet espace sécurisé, qu'Aline a commencé à reconstruire quelque chose de bien plus important que sa routine. Sa propre identité. Elle a compris qu'elle n'avait besoin de la permission de personne pour raconter son histoire, que le fait que beaucoup ne la croyaient pas ne diminuait en rien la vérité qu'elle portait. Le tournant a été silencieux, comme la racine dans le mur. Mais il était réel. Les retrouvailles avec elle-même ont été lentes, presque imperceptibles au début. Mais Aline, aujourd'hui âgée de 23 ans, n'est plus la jeune fille silencieuse qui est tombée dans le puits. La douleur a laissé de profondes cicatrices, certes, mais elle a aussi révélé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Les premières semaines, elle a commencé à faire de courtes promenades dans le quartier. Elle portait des écouteurs, écoutait de la musique calme et respirait comme si chaque pas était un acte de résistance. Ce n'était pas une question de corps. Il s'agit d'espace. Elle retrouve peu à peu le droit d'occuper le monde. En thérapie, elle continue à se plonger dans ses souvenirs. Chaque souvenir douloureux est accueilli, compris. Elle n'a plus besoin de se protéger autant. Elle commence à mieux dormir,
Elle recommence à manger plus régulièrement. À chaque petite victoire, elle avait l'impression de renouer avec cette vieille flamme, celle qui ne s'est jamais éteinte, même lorsqu'elle était au plus bas. Un jour, le conseiller lui a suggéré d'écrire son histoire, non pas comme une explosion, mais comme un témoignage de survie, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. L'idée l'a effrayée, mais elle l'a aussi provoquée. C'est ainsi qu'elle a commencé. Elle a écrit chaque jour dans le puits, chaque pensée, chaque souvenir qui remonte à la surface, et plus encore, elle a écrit sur les conséquences, sur la solitude d'être discréditée, sur la douleur de retourner dans la maison qui l'avait blessée. L'écriture est devenue une thérapie, une libération. Au fil du temps, elle a trouvé le courage de publier de courts extraits sur un blog anonyme. Elle ne s'attendait à rien. Mais les commentaires ont commencé à affluer. Les gens disaient « J'ai ressenti la même chose. Moi aussi j'ai été réduite au silence. Merci d'avoir écrit cela. » Pour la première fois, Aline a senti que sa douleur n'était pas seulement une douleur, mais un pont. Elle réfléchit à nouveau à l'idée d'étudier la psychologie. Elle n'a toujours pas d'argent ni de stabilité, mais cela ne lui semble plus impossible. Elle se rend au studio qu'elle avait visité 1 an plus tôt. Il est toujours là, toujours disponible. Et maintenant, elle a assez d'argent pour y entrer. Elle signe le contrat, les mains tremblantes. La première nuit, dans son nouvel appartement, elle s'est allongée sur le matelas posé à même le sol, les fenêtres ouvertes. Le bruit de la rue était différent, mais pas menaçant. C'était le bruit de la vie, et elle en faisait partie maintenant. Ce n'était pas une nouvelle Aline, elle était l'Aline entière, avec toutes ses parties, celles qui sont tombées, celles qui se sont relevées. Malgré les progrès, la reconstruction d'Aline n'a pas été une ligne droite. Il y a eu des rechutes, des moments où le passé revient comme un coup de vent, arrachant sa paix par les racines. Au cours de sa 2e semaine dans son nouvel appartement, une panne d'électricité dans le quartier la plonge dans le noir complet pendant près de 2 heures. Seule dans l'obscurité absolue, elle a senti la panique l'envahir comme une vague. Elle transpirait, tremblait et avait du mal à respirer. Le souvenir du puits lui revient en mémoire. Les 12 jours se sont transformés en 12 secondes dans sa tête. Cette nuit-là, elle a dormi avec les lumières allumées dès qu'elles se sont rallumées. Une autre rechute survient lorsqu'elle tente de rendre visite à sa mère, des mois plus tard. Elle est arrivée le cœur entre les mains, voulant montrer qu'elle allait bien, qu'elle avait gagné. Mais l'accueil a été froid. Sa mère ne l'a même pas regardée dans les yeux. Tu as inventé la moitié de ces histoires. Et maintenant, tu joues la victime sur Internet ? Aline ne répond pas. Elle a seulement senti un vieux vide s'ouvrir dans sa poitrine. Elle a passé des jours entiers à ne pas pouvoir écrire, à ne pas pouvoir aller en thérapie. Elle a pensé à abandonner. Elle voulait disparaître. Mais elle s'est souvenue de la racine dans le mur, la plante qui avait poussé dans l'impossible. Elle est retournée en thérapie. Elle a parlé de la réunion. Elle a pleuré, mais elle ne s'est pas refermée sur elle-même. Elle a appris à nommer ce qu'elle ressentait, la douleur, le chagrin, la colère. Elle a appris que se reconstruire, c'est aussi accepter que certaines blessures ne se referment pas complètement, mais qu'elles guérissent. Sur le blog, elle a continué à écrire. Avec plus de maturité et avec plus de courage, elle a commencé à signer son nom. Elle a commencé à être contactée par des personnes qui voulaient raconter leur histoire. Elle a créé un espace en ligne pour soutenir les survivants de traumatismes invisibles. Et avec l'aide d'une ONG locale, elle a donné sa première conférence dans une école publique. Elle a parlé du silence, de la survie, et de ce qui se passe une fois que tout le monde est parti. Au début, elle a tremblé, il a transpiré, il s'est presque évanoui, mais il a parlé, et à la fin, une jeune fille de 14 ans attendait pour parler. Elle a dit tranquillement « Merci de me l'avoir dit. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas que moi. » Aline a souri. Elle savait qu'elle aurait encore des jours difficiles à vivre. Elle devrait encore faire face à l'ombre. Mais maintenant, elle avait de la lumière, elle avait une voix, et elle avait un but. La chute ne définissait plus son histoire. C'est le choix de se relever qui l'a fait. C'est par une matinée grise qu'Aline a reçu une invitation qui a fait s'arrêter son cœur un instant.
Une émission de télévision nationale souhaitait l'interviewer, non pas pour parler de son cas, mais du projet qu'elle avait mis sur pied pour aider les survivants de traumatismes psychologiques. Le blog était devenu un réseau de soutien, avec des centaines de comptes, des réunions virtuelles et même des volontaires en santé mentale. Elle hésite. L'exposition comporte des risques. La peur d'être discréditée revient comme un fantôme. Mais quelque chose au fond d'elle lui dit qu'il est temps. La semaine de l'entretien, elle a tout préparé calmement. Elle choisit soigneusement ses vêtements. Elle garde dans sa poche une pierre qu'elle a trouvée au fond du puits, symbole de sa survie. Dans les coulisses du studio, son cœur battant a failli la faire reculer. Mais un membre de l'équipe s'est approché d'elle et lui a dit « Je vous ai lu. Mon frère a vécu quelque chose de similaire. Vous l'avez aidé. » Aline sourit, touchée. Elle a pris une grande inspiration. Et elle s'est lancée. Pendant l'entretien, elle a raconté son histoire avec fermeté. Elle n'a pas cherché à dramatiser ou à cacher les cicatrices. Elle a parlé de la chute, de la solitude, de l'abandon. Mais surtout, elle a parlé de l'après. Le silence qui l'a blessée plus que le trou dans le sol. Et du choix qu'elle a fait, vivre, même quand cela semblait impossible. Le présentateur, visiblement touché, lui a demandé « Et que diriez-vous à quelqu'un qui se trouve aujourd'hui au fond de son propre puits ?» Aline a répondu d'une voix ferme et douce qu'on peut se croire seul, mais qu'on ne l'est pas, qu'il est possible de s'en sortir, même quand tout semble sombre, et que personne n'a besoin de mériter l'amour pour le recevoir. La douleur n'est pas de votre faute, et vous n'avez pas à en avoir honte. Le programme a eu un impact considérable. Mais ce qui a le plus frappé Aline, ce n'est pas le public ou les invitations qui ont suivi, c'est une lettre. Elle est arrivée 3 semaines après l'interview. Pas d'expéditeur, une lettre manuscrite. Je ne savais pas comment être une maman. Ça m'a fait mal de t'écouter, mais je devais le faire. J'ai toujours pensé qu'ignorer la douleur, c'était se protéger. Mais je n'ai appris qu'à me taire. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. J'essaie d'apprendre. Je t'ai toujours aimé, même si je ne savais pas comment le montrer. Il a juste signé, monsieur. Aline pleure comme elle n'a pas pleuré depuis des lustres. C'était sa maman. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle n'a pas couru à la maison. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais elle a gardé précieusement la lettre. En thérapie, elle l'a lue à haute voix. Pour la première fois, elle a senti que le passé pouvait enfin commencer à se dissoudre. 1 mois plus tard, elle a écrit une réponse. Simple. Vrai. Merci de m'écouter maintenant. J'essaie d'apprendre moi aussi, un jour à la fois. Au fil du temps, ils ont repris contact, avec des limites, avec prudence, mais avec affection. Les retrouvailles n'ont pas été parfaites, mais elles étaient réelles, et c'était suffisant. Aline poursuit ses études. Elle étudie la psychologie. Elle a fait de sa douleur un outil. Son histoire est devenue un chemin pour les autres. Et lors d'une conférence émouvante, des années plus tard, elle a tenu la même pierre du puits dans ses mains et a dit « Ce n'est pas un rappel de la douleur, ce n'est pas un rappel de la douleur. C'est la preuve du choix que j'ai fait, le choix de vivre. » L'histoire d'Aline n'est pas seulement une question de survie physique. Elle parle de ce qui se passe lorsque la douleur n'est pas prise en compte, lorsque les traumatismes sont discrédités, quand le silence devient une prison. Elle nous montre que les pires fausses ne sont pas toujours faites de terre. Ils sont parfois faits de non-dits, d'absence et de regards détournés. Le trou dans lequel Aline est tombée avait une fin. Mais le trou émotionnel dans lequel elle a vécu pendant des années semblait ne pas avoir d'issue. Et pourtant, elle a choisi d'en sortir. Elle montre que la véritable force ne consiste pas à résister à la douleur, mais à s'autoriser à la ressentir, en cherchant de l'aide, en s'exprimant même si la voix tremble, en disant « ça m'a fait mal », même si le monde préférerait que vous vous taisiez. Votre parcours vous apprend qu'il est possible de recommencer, qu'il est légitime de tomber, qu'il est noble de se relever, et que chaque personne qui décide de faire de sa douleur un pont peut sauver plus de vies qu'elle ne le pense. Aline ne voulait pas être un exemple, elle ne cherchait pas à se mettre en scène, mais en racontant son histoire, elle est devenue un phare. Elle nous rappelle qu'il y a une vie après le fond,
et que personne, absolument personne, ne mérite d'être réduit au silence dans sa propre douleur. Après l'interview, le blog et la lettre de sa mère, la vie d'Aline a pris des directions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle a terminé sa licence en psychologie, les larmes aux yeux, lorsqu'elle a reçu son diplôme. Chaque matière, chaque examen, chaque nuit d'études est une petite victoire contre le passé qui a tenté de la faire taire. Elle a ouvert un centre de soutien psychologique pour les jeunes en situation de vulnérabilité. Son nom ? Invisible Root, en hommage à cette petite plante qui a germé dans l'impossible sur le sol de sa salle de bain. Là, avec une équipe de bénévoles, elle offre des conseils gratuits à des personnes qui portent des blessures silencieuses. Aline ne promettait pas une guérison rapide, elle promettait d'écouter, et c'était souvent suffisant. Elle a écrit un livre, un récit honnête et sensible de son parcours. Elle a reçu des prix, des invitations à des conférences et de la reconnaissance. Mais ce qui l'a le plus touchée, ce sont les messages anonymes, les accolades timides après les discours, les histoires qui lui sont parvenues comme si quelqu'un lui confiait un morceau de son cœur. Petit à petit, elle a renoué avec sa mère. Elles n'ont pas reconstruit le passé, mais elles ont créé un présent plus vrai. Son beau-père a quitté la scène, et Aline a compris que parfois, la justice n'est pas une punition, mais une libération. Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement avec beaucoup de fenêtres et de plantes. Elle a encore peur, parfois. Mais elle sait maintenant où chercher de la force. Et chaque jour, avant de s'endormir, elle regarde la pierre de puits qu'elle conserve sur son étagère, et elle sourit. Et vous ? Avez-vous déjà eu l'impression d'être tombé dans un puits si profond que personne ne pouvait vous atteindre ? L'histoire d'Aline nous montre que, aussi sombre que cela puisse paraître, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pas toujours rapide, pas toujours facile, mais c'est possible. Peut-être traversez-vous une situation similaire, peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se tait, qui crie à l'intérieur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez ci-dessous. Quel a été le moment le plus fort pour vous ? Ou si vous le souhaitez, racontez votre propre histoire. Parfois, le simple fait d'écrire nous permet de commencer à guérir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle histoire réelle ou plausible qui montre à quel point l'être humain est capable de se reconstruire. Parce qu'ici, à The Weight of Choice, nous croyons que chaque douleur peut devenir un chemin et que vous n'êtes jamais seul.